Salut à toutes et à tous, esprits curieux, bienvenue dans ce nouveau voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui domine nos vies numériques, une promesse qu'on nous a vendue comme l'expression ultime de justice et d'opportunité à l'ère d'Internet. Un monde où, soi-disant, seul le talent et l'effort peuvent vous mener au sommet. On vous a dit que si vous travaillez dur, si vous créez du contenu de valeur, si vous êtes authentique, le succès viendra. Des likes, des abonnés, de l'influence, de la monétisation, c'est la grande promesse de la méritocratie numérique. L'idée que n'importe qui, de n'importe où, peut réussir uniquement grâce à son mérite. Mais est-ce vraiment le cas? Pensez-y un instant. Nous vivons à une époque de démocratisation apparente. Vous avez une caméra dans votre poche, une plateforme pour votre voix et un accès à une audience mondiale. Le rêve semble à portée de main. Pourtant, derrière cette façade brillante se cache une structure bien plus complexe et souvent injuste. La question clé que nous devons nous poser n'est pas si nous avons l'opportunité de concourir, mais qui établit les règles de cette compétition. Qui est le véritable arbitre dans ce colisée numérique où nous nous battons tous pour l'attention? La réponse n'est pas aussi simple que le public ou là pour le meilleur contenu. Le vrai pouvoir, celui qui définit le succès et l'échec, réside dans quelque chose d'invisible, de silencieux et d'omniprésent. Ce n'est ni une personne ni un comité, c'est un code. Aujourd'hui, nous allons démystifier la vérité sur la méritocratie numérique et révéler le prix que vous pourriez payer sans même le savoir. D'abord, comprenons le gardien de cette soi-disant méritocratie, l'algorithme. On nous le présente comme un outil neutre, un simple organisateur de contenu, un programme informatique conçu pour nous montrer ce qui nous intéresse le plus. Ça semble logique et efficace, n'est-ce pas? Mais sa fonction est bien plus profonde. En réalité, l'algorithme n'est pas optimisé pour trouver le meilleur contenu au sens artistique ou intellectuel. Il est conçu pour une seule chose, maintenir votre attention le plus longtemps possible sur la plateforme. Son objectif final n'est pas votre satisfaction culturelle, mais la maximisation du temps que vous passez devant l'écran. Cela signifie que l'algorithme ne récompense pas la qualité, il récompense la capacité à retenir. Il favorise le contenu qui génère des réactions fortes, qu'il s'agisse de surprise, de colère ou de controverse, car ces émotions nous maintiennent accros. La viralité n'est pas synonyme de mérite, mais de compatibilité avec ce système de rétention. Ainsi, la première fissure dans le mythe de la méritocratie apparaît ici. Votre succès ne dépend pas seulement de votre talent, mais de votre capacité à créer du contenu qui plaît à ce juge invisible. Vous devez apprendre à parler son langage, à jouer son jeu, sacrifiant souvent votre vision originale au passage. Mais la situation devient encore plus complexe. Les algorithmes ne sont pas créés dans le vide. Ils sont conçus par des humains au sein de corporations ayant des intérêts économiques spécifiques. Et comme toute création humaine, ils sont pleins de biais, de préjugés invisibles qui se répliquent à une échelle massive et terrifiante. Des études sur le comportement sur les réseaux sociaux démontrent que les algorithmes peuvent amplifier des biais existants dans la société. Ils peuvent défavoriser certains types d'apparences, certains accents, certains sujets, tout en invisibilisant d'autres, créant une fausse image de ce qui est populaire ou désirable. Ce n'est pas de la méritocratie, c'est un écho numérique de vieilles inégalités. Parlons maintenant du coût humain. Pour avoir une chance dans ce système, on nous dit que nous devons être constants, omniprésents. Nous devons nourrir la bête algorithmique sans relâche. Publier quotidiennement, interagir, analyser les métriques. Cela a donné naissance à un phénomène que les psychologues appellent la culture de l'effort toxique. La hustle culture, ou culture de l'effort toxique, est la glorification de l'épuisement. L'idée que vous devez sacrifier votre sommeil, votre santé mentale et vos relations sur l'autel du succès numérique. On nous la vend comme un badge d'honneur, une preuve de notre engagement. Mais en réalité, c'est une forme d'auto-exploitation. Le burn-out, cet épuisement physique et mental extrême, est devenu une épidémie silencieuse parmi les créateurs de contenu. La pression de maintenir la pertinence dans un système qui peut vous oublier en un jour est immense. L'algorithme ne se repose jamais et par conséquent, nous nous sentons obligés de ne jamais nous reposer non plus. De plus, ce système nous oblige à nous quantifier. Nous convertissons notre vie, nos passions et notre identité en un ensemble de données. Combien de likes? Combien d'abonnés? Quel est mon taux d'interaction? Nous cessons d'être des personnes pour devenir des profils, des marques personnelles qui doivent être gérées et optimisées. Cette quantification constante de notre valeur est psychologiquement dévastatrice. Notre estime de soi devient dépendante de la validation d'un système impersonnel et volatile. Un jour, vous êtes viral et le lendemain, invisible. Cette montagne russe émotionnelle est un chemin direct vers l'anxiété et la dépression. Et nous arrivons ici, au cœur du problème, à la vérité la plus inconfortable de la méritocratie numérique. Dans ce système, qui définit réellement le succès? Est-ce vous ou est-ce la plateforme pour laquelle vous travaillez, souvent gratuitement, dans l'espoir d'être récompensé par son algorithme? Le succès est défini par les métriques que la plateforme juge précieuses.
Et ces métriques, elles sont conçues pour bénéficier à la plateforme, pas nécessairement aux créateurs. Elles vous récompensent pour maintenir les gens dans leur écosystème, pour générer des données qu'elles peuvent monétiser, pour créer le contenu qui remplit leur serveur. C'est le grand tour de passe-passe, le secret qui soutient tout l'édifice. Dans l'économie de l'attention, si vous ne payez pas pour le produit, vous n'êtes pas le client. Vous êtes le produit. Votre contenu, votre temps, votre attention, vos données, tout est empaqueté et vendu aux vrais clients, les annonceurs. La méritocratie numérique fonctionne alors comme une façade brillante pour un système d'extraction de valeur. On nous donne l'illusion d'opportunité, la gamification du succès à travers les likes et les abonnés pour que nous continuions à produire la matière première qui alimente leurs empires économiques. Nous sommes des travailleurs dans une usine numérique mondiale. Je ne dis pas que le talent et l'effort n'ont aucune importance. Bien sûr qu'ils en ont, mais ils ne sont qu'une partie de l'équation. Et souvent, ils ne sont pas la partie la plus importante. La chance, le biais algorithmique et la capacité à s'adapter aux règles du système jouent un rôle bien plus grand que ce que nous aimons admettre. Le vrai danger de croire aveuglément en la méritocratie numérique est qu'elle nous pousse à internaliser l'échec. Si le succès est purement une question de mérite, alors l'échec est une preuve de notre insuffisance. Nous ne blâmons pas le système injuste ou l'algorithme biaisé, nous nous blâmons nous-mêmes. Cette autoculpabilisation est paralysante. Elle nous pousse à nous efforcer davantage, à nous sacrifier davantage, à nous immerger encore plus dans la culture de l'effort toxique, poursuivant une carotte que le système lui-même éloigne constamment. C'est un cycle d'épuisement et de déception conçu pour nous maintenir dans la roue du hamster. Alors, que pouvons-nous faire? Sommes-nous condamnés à être des pions dans ce jeu numérique? Pas nécessairement. La première étape et la plus puissante est la conscience. Comprendre la vraie nature du système dans lequel nous opérons est fondamental pour le naviguer de manière plus saine et stratégique. Nous devons commencer à redéfinir le succès selon nos propres termes et non selon les termes que nous impose la plateforme. Le succès peut être la connexion authentique avec une petite communauté, la satisfaction de créer quelque chose d'authentique ou simplement l'acte de s'exprimer sans la pression de la viralité. Il est crucial de développer une relation plus critique avec les métriques. Les likes et les abonnés sont des données. Ils ne sont pas une mesure de votre valeur en tant que personne ou en tant que créateur. Apprendre à dissocier votre estime de soi de ces chiffres fluctuants est un acte de rébellion et d'autopréservation dans l'environnement numérique actuel. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un réussir en ligne, demandez-vous ce qui se cache derrière cette image. Demandez-vous quel est le coût invisible, les heures de travail non rémunérées, la pression psychologique et la danse qu'il a dû faire avec l'algorithme pour en arriver là. La réalité est toujours plus complexe. La méritocratie numérique, dans sa forme actuelle, est un mythe commode. Un mythe qui bénéficie aux plateformes technologiques en motivant des millions de personnes à générer du contenu gratuitement, maintenant leurs écosystèmes vibrants et rentables. C'est une narration puissante, mais c'est une narration que nous devons questionner. Au final, le prix que nous payons pour poursuivre cette version du succès n'est pas seulement notre temps ou notre effort. C'est notre autonomie, c'est notre capacité à définir ce qui est précieux, ce qui est beau, ce qui est important, en dehors des paramètres établis par une poignée de corporations technologiques. Ce n'est pas un appel à abandonner le monde numérique, mais à l'habiter de manière plus consciente et délibérée. C'est un appel à soutenir les créateurs que nous aimons de façon qui vont au-delà d'un simple like, à construire des communautés au-delà des métriques et à nous souvenir que derrière chaque profil se trouve un être humain. Rappelons-nous que l'algorithme n'est pas un dieu, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être remis en question, modifié et, en fin de compte, nous pouvons choisir comment et dans quelle mesure nous le laissons influencer nos vies et nos aspirations. Le pouvoir de la conscience est le premier pas pour reprendre le contrôle. La promesse initiale était qu'Internet nous libérerait, qu'il donnerait une voix à tous. Mais les structures de pouvoir du monde réel sont incroyablement résistantes et ont trouvé des moyens de se répliquer dans l'espace numérique. La méritocratie est devenue l'alibi parfait pour masquer ces nouvelles formes de contrôle. Le système actuel favorise l'homogénéité. Comme tout le monde essaie de plaire au même algorithme, le contenu a tendance à converger vers des formats, des thèmes et des styles éprouvés. La vraie originalité, celle qui défie les conventions, est souvent pénalisée par le système car elle est moins prévisible et plus difficile à catégoriser pour la machine. Pensons à l'économie du créateur. On nous la vend comme la liberté ultime, être son propre patron. Pourtant, de nombreux créateurs se retrouvent dans une position plus précaire qu'un travailleur traditionnel. Ils n'ont ni salaire fixe, ni assurance maladie, ni vacances. Leur subsistance dépend de la bienveillance d'un algorithme changeant. La transparence algorithmique devient alors une exigence cruciale. Si nos vies et nos carrières dépendent de ces systèmes, n'avons-nous pas le droit de savoir comment ils fonctionnent? De comprendre les règles du jeu que nous sommes obligés de jouer? Actuellement, nous opérons presque à l'aveugle.
essayant de deviner ce que la boîte noire veut. De plus, la méritocratie numérique ignore complètement le point de départ de chaque individu. Quelqu'un qui a des ressources économiques, du temps libre, un réseau de contacts préalable, ne participe pas à la compétition sur un pied d'égalité avec quelqu'un qui doit travailler à un autre emploi et s'occuper de sa famille. Le terrain n'est pas plat. Ce système crée également une compétition féroce et souvent toxique entre les créateurs eux-mêmes. Au lieu de favoriser la collaboration, il nous positionne comme des rivaux dans une lutte à somme nulle pour une ressource rare, l'attention de l'audience. On nous pousse à voir nos pairs comme des obstacles sur notre chemin vers le succès. La solution n'est pas individuelle, elle est collective. Nous avons besoin de plus de conversations sur l'éthique des algorithmes. Nous devons exiger des plateformes qu'elles assument leurs responsabilités dans l'impact social et mental qu'elles génèrent. Et nous devons, en tant qu'utilisateurs, être plus conscients de la façon dont notre comportement alimente ce système. Chaque fois que vous choisissez d'interagir avec du contenu profond et significatif, même s'il n'est pas le plus viral, vous émettez un vote. Vous envoyez un signal à l'algorithme et à la plateforme sur ce que vous valorisez réellement. Le changement, bien que lent, commence par ces choix individuels multipliés par des millions. Le prix du succès défini par les autres est la perte de soi. La recherche incessante de validation externe nous vide, nous transforme en un écho des tendances, au lieu d'une voix originale. La vraie victoire est de créer à partir d'un lieu d'authenticité, peu importe si l'algorithme décide de le récompenser ou non. Cette dynamique s'étend au-delà des créateurs de contenu. Elle affecte quiconque utilise les réseaux sociaux. Nous nous comparons constamment aux versions idéalisées et algorithmiquement favorisées des autres, créant une épidémie d'insatisfaction envers nos propres vies qui semble médiocre en comparaison. La dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, est la monnaie avec laquelle jouent ces plateformes. Chaque like, chaque notification est un petit coup de dopamine qui nous conditionne à en redemander. Nous sommes entraînés au niveau neurologique à participer au système qui nous exploite. Des anthropologues numériques soulignent que nous sommes en train de créer une culture de la performance constante. Nous ressentons le besoin de mettre en scène nos vies pour une audience invisible, de curer chaque moment pour qu'il soit digne d'être partagé. La distinction entre la vie vécue et la vie représentée devient de plus en plus floue. Le concept philosophique d'authenticité entre en crise. Est-il possible d'être authentique lorsque chaque action est médiatisée par la possibilité de sa réception publique et de son évaluation algorithmique? Ou devenons-nous des acteurs interprétant le rôle de nous-mêmes, attendant l'approbation du public? L'ironie finale est qu'Internet, l'outil qui promettait de connecter l'humanité, nous isole souvent. Nous passons des heures à interagir avec des profils et des métriques tout en négligeant les connexions humaines réelles et inquantifiables que nous avons juste devant nous. C'est la grande paradoxe de la connexion numérique. La méritocratie numérique est, en substance, une forme de ludification de la vie sociale et professionnelle. Elle transforme l'existence en un jeu avec des points, des niveaux et des récompenses. Mais dans ce jeu, la maison, c'est-à-dire la plateforme, gagne toujours. Les règles sont conçues pour assurer son bénéfice avant tout. Le langage que nous utilisons le révèle. Nous parlons de gagner des abonnés, de hacker l'algorithme, de battre la concurrence. C'est un langage de conquête et de conflit, pas d'expression et de connexion. Ce cadre mental nous épuise et nous éloigne du but original pour lequel beaucoup ont commencé à créer. Nous devons favoriser une écologie numérique plus saine. Cela implique de cultiver des espaces en ligne plus petits et plus sûrs, de soutenir des plateformes alternatives et éthiques si possible, et surtout de pratiquer la déconnexion consciente comme une forme de résistance. Protéger notre esprit, c'est protéger notre liberté. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez poussé à publier, à suivre une tendance, à optimiser votre vie pour l'algorithme, faites une pause, respirez et demandez-vous pour qui est-ce que je fais ça vraiment? Pour moi ou pour la machine? La réponse à cette question peut tout changer. L'avenir de la créativité et de la connexion humaine sur Internet dépend de notre capacité à voir au-delà de la promesse séduisante mais fausse de la méritocratie numérique. Il dépend de notre capacité à valoriser la profondeur plutôt que la viralité, la communauté plutôt que l'audience, et l'authenticité plutôt que l'optimisation. L'uniformité est la mort de la créativité. Quand tout le monde poursuit les mêmes métriques de succès, l'écosystème numérique s'appauvrit. Il se remplit de copies et de formules répétées. La vraie innovation se produit dans les marges, dans les espaces que l'algorithme n'a pas encore appris à quantifier et à contrôler. Le système nous entraîne à être prévisible. Un créateur prévisible est un atout précieux pour une plateforme car son audience est facile à cibler et à vendre aux annonceurs. Être imprévisible, évoluer et changer en tant qu'artiste est un acte de sabotage contre ce modèle économique. Pensons à la mémoire culturelle. Que retiendra le futur de notre ère? Les œuvres profondes qui ont mis du temps à mûrir ou les mêmes viraux qui n'ont duré qu'un jour? L'algorithme, avec son biais pour l'immédiateté,
façonne activement l'archive historique de notre civilisation et c'est une archive superficielle. La pression de la marque personnelle nous oblige à pétrifier notre identité. Nous devons choisir un créneau, un style, une personnalité et nous y tenir pour être reconnaissables. Cela limite notre croissance en tant qu'êtres humains qui sommes multifacettes et en constante évolution. Nous nous enfermons dans des cages dorées que nous construisons nous-mêmes. Le sociologue Zygmunt Bauman a parlé de la modernité liquide, une ère de changement constant et d'incertitude. Les réseaux sociaux ont accéléré cette liquidité jusqu'à un point frénétique. Les tendances, les identités et les relations sont plus volatiles que jamais, ce qui génère une profonde anxiété existentielle. Nous avons sous-traité notre mémoire et nos relations à des corporations. Nous faisons confiance à une plateforme pour nous rappeler les anniversaires, stocker nos photos et maintenir nos connexions. Cela nous rend incroyablement vulnérables. Si la plateforme change ses règles ou disparaît, une partie de notre vie sociale s'en va avec elle. Le prix de cette prétendue commodité est un contrôle subtil mais immense. Les plateformes n'hébergent pas seulement notre vie numérique, elles la structurent. Elles déterminent avec qui nous interagissons, quelles nouvelles nous voyons, quelles idées nous sont présentées. Ce sont les architectes silencieux de notre réalité perçue. Résister ne signifie pas devenir un ermite numérique. Cela signifie diversifier. Ne pas mettre toute votre identité et tout votre travail sur une seule plateforme. Cela signifie construire votre propre site web, votre propre liste de diffusion. Créer des canaux de communication qui ne dépendent pas de la bienveillance d'un algorithme que vous ne pouvez pas contrôler. La vraie mesure du succès à l'ère numérique pourrait ne pas être la taille de votre audience, mais la force et la qualité de vos connexions. 10 abonnés avec lesquels vous avez un dialogue authentique peuvent être plus précieux qu'un million qui ne vous voient que comme un produit de divertissement de plus dans leur fil infini. Enfin, nous devons plaider pour une conception technologique plus humaine. Des plateformes optimisées, non pas pour l'extraction d'attention, mais pour le bien-être de l'utilisateur. Des systèmes qui encouragent la réflexion plutôt que la réaction, la connexion profonde plutôt que l'interaction superficielle. La technologie n'est pas le problème, son modèle commercial actuel l'est. Le climax de cette réflexion est de réaliser que la méritocratie est la narrative marketing la plus brillante de notre temps. C'est une histoire que nous nous racontons pour justifier notre dévouement à un système qui n'a pas été conçu pour notre bénéfice. Elle nous donne l'impression d'avoir le contrôle, alors qu'en réalité, nous le cédons. Chaque fois que nous nous efforçons de devenir viral, nous travaillons gratuitement pour consolider le monopole d'attention de ces plateformes. Nous renforçons le même système qui crée les conditions de précarité et d'anxiété pour nous. C'est un piège dont il est difficile de s'échapper car il se déguise en opportunité. La vraie disruption n'est pas de créer la prochaine vidéo virale. La vraie disruption est de trouver des moyens de créer, de connecter et de vivre qui ne dépendent pas de ce système de validation centralisé. C'est un défi immense, mais c'est le seul chemin vers une réelle souveraineté numérique et un bien-être durable. Questionner la méritocratie numérique, ce n'est pas être pessimiste. C'est être réaliste. C'est un acte d'autonomisation qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées, de protéger notre santé mentale et, peut-être, de commencer à construire un Internet qui tienne la promesse originale d'être un outil d'émancipation humaine, non de contrôle. Le coût final est l'érosion de la confiance. La confiance dans les institutions, dans les médias et même dans les autres. Quand tout est une performance et que chaque interaction est médiatisée par un algorithme, l'authenticité devient suspecte et le cynisme devient le mode de fonctionnement par défaut. L'attention n'est pas seulement une ressource économique, c'est une ressource cognitive. En nous saturant de stimuli et en exigeant une réaction constante, le système épuise notre capacité à la pensée profonde, à la concentration et à l'ennui. Et c'est dans l'ennui, dans le silence, que naît souvent la créativité. Nous avons accepté un pacte faustien. Nous avons donné à la technologie un accès aux recoins les plus intimes de notre psyché en échange de connexion et de visibilité. Mais le prix, comme toujours dans ces pactes, est plus élevé qu'il n'y paraissait au début. Nous payons avec notre paix intérieure. La solution n'est pas une seule grande action, mais des milliers de petits actes de résistance quotidienne. Choisir de lire un livre au lieu de faire défiler son fil. Avoir une conversation en face à face sans téléphone sur la table. Soutenir un petit créateur par un message personnel plutôt que par un simple like. Ce sont des gestes qui revendiquent notre humanité. La narrative de la méritocratie nous isole, nous fait croire que notre lutte est individuelle. Mais quand nous parlons de ces problèmes, quand nous partageons nos expériences d'épuisement et de frustration, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Notre mal-être n'est pas un échec personnel, c'est un symptôme d'un système malade. Le succès que l'on nous vend est un horizon qui s'éloigne à mesure que nous avançons. Il y a toujours une nouvelle étape à franchir, un nouveau niveau d'abonnés, une nouvelle tendance à maîtriser. C'est une course sans ligne d'arrivée, conçue pour nous maintenir en mouvement perpétuel, générant de la valeur pour d'autres. Nous avons besoin d'une alphabétisation algorithmique.
Tout comme nous apprenons à lire des textes, nous devons apprendre à lire les systèmes qui organisent notre information. Comprendre pourquoi nous voyons ce que nous voyons est une compétence de survie fondamentale au XXIe siècle. C'est la base de la pensée critique à l'ère numérique. La conception de ces plateformes exploite des vulnérabilités psychologiques bien connues. L'aversion à la perte, le besoin d'appartenance, la validation sociale. Ce n'est pas un combat équitable. Nous sommes en compétition avec des armées d'ingénieurs et de psychologues dont le travail est de nous maintenir accros. Reconnaître cela n'est pas une excuse, c'est une évaluation réaliste du champ de bataille. Le mythe de la méritocratie numérique est dangereux, car il nous convainc que les inégalités sont justes. Si quelqu'un est pauvre ou invisible, c'est parce qu'il n'a pas fait assez d'efforts. Cette logique ignore les barrières structurelles et les privilèges et favorise une société moins empathique et plus cruelle. La vraie mesure d'une société n'est pas comment elle traite ses gagnants, mais comment elle soutient le reste. Un réseau numérique sain ne serait pas celui qui crée quelques superstars virales, mais celui qui permet à des millions de personnes de maintenir des communautés durables et significatives autour de niches d'intérêt. Alors, au final, la question n'est pas seulement qui définit le succès, mais quel succès voulons-nous construire? Voulons-nous un succès basé sur une concurrence acharnée et des métriques vides, ou un succès basé sur la collaboration, le sens et le bien-être authentique? Le choix, bien que difficile, nous appartient toujours. Ce système nous a rendus accros à la nouveauté. Le défilement infini est un flux constant de nouveaux stimuli, ce qui rend difficile d'apprécier les choses qui demandent du temps et de la patience. L'art, les relations profondes, la connaissance, tout ce qui est vraiment précieux est dévalorisé par la culture de l'immédiateté. La vie privée est devenue une monnaie d'échange. Nous offrons volontairement nos données, nos pensées et nos moments les plus personnels en échange de la possibilité d'être vus, d'être pertinents. Nous avons normalisé un niveau de surveillance qui aurait été impensable à toute autre époque de l'histoire. Quand le travail est votre passion, il est facile d'être exploité. La culture du créateur profite de l'amour que les gens ont pour leur art. On vous dit que si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Mais l'épuisement est réel et le travail non rémunéré reste du travail, aussi passionnant soit-il. Le silence et l'espace vide sont devenus inconfortables. Nous remplissons chaque moment libre de contenu, de podcasts, de vidéos. Nous avons perdu la capacité d'être seuls avec nos propres pensées. Et c'est dans cet espace intérieur que nous traitons le monde et développons notre propre voix. La pensée critique est notre meilleure défense. Face à chaque contenu, face à chaque tendance, nous devons nous demander qui en bénéficie. Qu'est-ce qui s'est vendu ici? Quelle émotion essaie-t-on de provoquer en moi? Être un consommateur conscient, c'est être un utilisateur autonome. Le succès numérique, tel qu'il est défini, est un mirage dans le désert. Il vous attire avec la promesse de l'eau, mais vous épuise dans la poursuite. Le véritable oasis est la communauté que vous construisez, le savoir que vous partagez et l'intégrité que vous maintenez en chemin. C'est ce qui est réel, qui perdure. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de la maîtriser, de l'utiliser comme un outil pour nos propres fins au lieu de devenir un outil pour les fins de la technologie. Il s'agit de placer l'humain en premier, toujours. La technologie doit servir la vie et non l'inverse. La culture de l'annulation et la polarisation extrême sont des sous-produits d'un système qui récompense les réactions émotionnelles fortes. L'algorithme ne fait pas la distinction entre un débat sain et une dispute bruyante. Il ne voit que de l'interaction. Et c'est pourquoi, souvent, il amplifie le pire de notre nature. Reprendre le contrôle commence par de petites choses. Désactiver les notifications. Établir des horaires pour consulter les réseaux, suivre des personnes qui vous stimulent intellectuellement, pas seulement celles qui vous divertissent. Organisez votre fil numérique comme si vous organisiez votre propre esprit, car c'est exactement ce que vous faites. Le plus grand prix que nous payons est peut-être l'imagination. En étant immergés dans un flux constant de contenu créé par d'autres, nous avons moins d'espace pour créer nos propres mondes intérieurs. Le système nous donne tant à voir que nous risquons d'oublier comment imaginer par nous-mêmes. La méritocratie numérique n'est pas un système cassé. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Mais il a été conçu pour les intérêts des plateformes, pas pour les intérêts de l'humanité. Notre travail est de le reconnaître et de commencer à imaginer et à construire des alternatives plus justes, saines et humaines. En résumé, la promesse que seul le mérite vous mènera au succès dans le monde numérique est une demi-vérité. Et une demi-vérité est souvent le mensonge le plus efficace. C'est un voile qui cache les structures de pouvoir complexes, les biais algorithmiques et le coût psychologique élevé qui définit l'écosystème actuel. Comprendre le piège de la méritocratie numérique n'est pas là pour nous décourager, mais pour nous libérer. Cela nous permet de jouer le jeu de manière plus intelligente, de protéger notre bien-être et, le plus important, de commencer à définir le succès selon nos propres termes. La conscience est le début de l'autonomie. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde et nécessaire.
Naviguer dans ce monde numérique est le grand défi de notre génération, et le faire les yeux ouverts est le premier et le plus important pas. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre attention. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous pour découvrir plus de vérités cachées sur notre monde. Et maintenant, la question est pour vous. Croyez-vous que le succès numérique est réel ou est-ce une illusion bien construite? Faites-moi part de votre théorie dans les commentaires. Parlons-en!